Il est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. Le président de l'Assemblée nationale a convoqué les députés en session extraordinaire ce lundi à 10 heures pour examiner plusieurs dossiers de loi et projets de loi et dossiers d'intérêt national. À l'ordre du jour figure notamment l'examen des codes du travail et de la sécurité sociale, un projet de loi relatif à la cybersécurité ainsi qu'une révision de l'article 37 de la Constitution. Élection locale, le président de la République n'a toujours pas signé le décret fixant la date du scrutin. Le GRADEC dénonce une violation de la loi électorale. Son secrétaire général appelle le chef de l'État à publier sans délai le décret et à convoquer la révision exceptionnelle des listes électorales. Et puis le SUTSAS décline l'invitation du ministre de la Santé à participer au dialogue stratégique sur les réformes du secteur. Le syndicat réaffirme son attachement au dialogue social et exige au préalable le respect des engagements pris par l'État, notamment à travers les protocoles d'accord signés au mois d'avril et au mois de mai 2022. Et enfin, l'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à ce journal-là. Je vous le disais en titre, le président de l'Assemblée nationale a convoqué une session extraordinaire. Les députés ce lundi à 10 heures pour examiner plusieurs projets de loi et des dossiers d'intérêt national. Au menu, une proposition de la révision de la Constitution, une série également de commissions d'enquête qui pourraient faire la lumière sur plusieurs dossiers sensibles, notamment de la gestion publique. Une rentrée parlementaire qui s'annonce particulièrement politique, nous dit Mme Sokhna Dramé. Le Parlement sénégalais s'apprête à vivre une session extraordinaire qui s'annonce décisive. Les députés de la 15e législature sont convoqués ce lundi 10 août pour examiner un ordre du jour particulièrement dense, avec plusieurs réformes majeures et des dossiers sensibles qui pourraient marquer un tournant dans la gouvernance du pays. En tête des priorités figurent les projets de code du travail et de code de la sécurité sociale. Deux textes très attendus qui visent à moderniser le monde du travail, renforcer les droits des travailleurs, améliorer la protection sociale et adapter les relations entre employeurs et salariés aux nouvelles réalités économiques. Les parlementaires devront également examiner un projet de loi sur la protection des infrastructures d'information critiques et la sécurité numérique. Un texte stratégique à l'heure où les cyberattaques se multiplient et où la souveraineté numérique devient un enjeu majeur pour les États. Autre point important de cette session, la proposition de modification de l'article 37 de la Constitution. Un dossier qui devrait susciter des échanges nourris entre les différentes sensibilités politiques représentées à l'Assemblée nationale. Mais l'attention sera surtout portée sur la création de plusieurs commissions d'enquête parlementaires. Elles auront pour mission d'examiner la gestion du foncier, les cessions de biens immobiliers appartenant à l'État, l'utilisation des mécanismes financiers de type TRS, le programme Un étudiant, un ordinateur, les exonérations fiscales ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement des licences de pêche. Ces dossiers concernent directement la transparence, la bonne gouvernance et la gestion des ressources publiques. Les conclusions des enquêtes pourraient déboucher sur des auditions de responsables, des recommandations de réforme et si des irrégularités sont établies sur d'éventuelles suites judiciaires. Quant au projet de loi examiné, leur adoption pourrait ouvrir une nouvelle étape dans les réformes institutionnelles, sociales et économiques engagées par les autorités sénégalaises. Et les élections locales continuent de susciter des interrogations alors que le président de la République n'a toujours pas signé le décret fixant la date du scrutin. Le GRADEC dénonce une violation de la loi électorale. Son secrétaire général, Babacar Fall, appelle le chef de l'État à publier sans délai le décret et à convoquer la révision exceptionnelle des listes électorales, estimant que tout nouveau retard pourrait compromettre le respect du calendrier électoral. C'est un compte rendu signé Khalifa Babacar Fall et Cheikh Tidiane Sène. Le flou persiste autour de la tenue des élections locales. À ce jour, le président de la République n'a toujours pas signé le décret fixant la date du scrutin. Une situation que dénonce le secrétaire général du GRADEC, Babacar Fall, qui parle d'une violation manifeste de la loi électorale. Ma lecture, c'est que c'est une violation manifeste de la loi électorale. Parce que la loi dispose que, en ses articles L237, L269,
que le mandat des conseillers territoriaux, c'est-à-dire les conseillers départementaux et les conseillers municipaux, doit être renouvelé. Et l'élection doit avoir lieu dans les 30 jours qui précèdent la fin du mandat. L'acteur de la société civile appelle le chef de l'État à publier rapidement le décret convoquant le corps électoral et à engager la révision exceptionnelle des listes électorales qu'il considère comme une étape incontournable. Si on connaît la date des élections, on peut donc successivement, c'est-à-dire prendre un décret également fixant disons, la tenue de la révision exceptionnelle des listes électorales pour savoir quels sont les jeunes qu'il faut inscrire donc dans le fichier. Notre loi électorale dispose que pour être électeur, il faut avoir 18 ans révolus le jour de l'élection. Selon Babacar Fall, si le mois d'août s'achève sans cette décision, le respect du calendrier électoral pourrait être compromis et les incertitudes autour de la tenue des élections locales risquent de s'accentuer. Si aujourd'hui, le mois d'août passe sans que le décret, disons, ne soit pris et porté à la connaissance des acteurs, la tenue des élections, de mon point de vue, risque d'être compromis. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on assiste à une levée de bouclier de la part des acteurs politiques. Soit même si c'est-à-dire que l'intention du président est de vouloir le reporter, il faut engager des concertations avec la classe politique. En attendant, tous les regards restent tournés vers le palais de la République. La décision du président Bassirou Diomaye Faye est désormais attendue pour lever les incertitudes et permettre l'organisation du scrutin dans les délais. Et nous reparlons de la déclaration de patrimoine qui est un facteur important pour la gestion transparente des deniers publics. Tel est l'avis de l'économiste Dr Serigne Moussa Dia. Il affirme que les autorités, conformément à la politique du Jub Jubal Jubanti, ne devraient même pas attendre qu'on les demande de faire l'exercice. Je vous propose de suivre les explications de Serigne Moussa Dia. Il est enseignant à la faculté, à FASEC, également économiste. Il est au micro de Lamine Senghor et de Fallou Seck. La transparence, c'est cet outil-là qui fait vraiment que les bailleurs et les investisseurs puissent avoir plus de confiance en notre système. Et si aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent ne veulent pas ou ne déclarent pas leur patrimoine, ceci, on peut avoir des suspicions. Ces suspicions, c'est que est-ce que les ressources sont bien orientées? Est-ce que les ressources sont allouées là où ils devraient être? Est-ce qu'il n'y a pas de détournement d'objectifs? Est-ce qu'il n'y a pas de détournement de fonds? Et là, l'expérience nous montre que les pays où il n'y a pas cette transparence-là, les pays où il n'y a pas de déclaration de patrimoine, ce sont des pays généralement où il y a toujours des inégalités. Et ces inégalités font l'objet de déséquilibres économiques et sociaux. Pour moi, ça ne devrait même pas être un débat, mais c'était une obligation. Toute autorité devrait s'y mettre, s'y tenir avant qu'on le demande. Je pense que c'est ça le minimum possible pour qu'on puisse avoir vraiment un Sénégal qui soit prospère, où les Sénégalais, les gouvernés, puissent accompagner l'idée de projet de développement, parce qu'ils savent derrière ceux qui les gouvernent donc sont transparents et que leurs patrimoines sont bien gérés. Et nous parlons économie avec la Banque mondiale qui apporte son soutien à l'économie de notre pays. L'institution a annoncé un financement de 340 milliards de francs CFA en faveur de l'État. Ce financement intervient après celui de 20 milliards de francs CFA annoncé par la Banque africaine de développement BAD. Et au même moment, le FMI continue de geler son programme avec le Sénégal. Pour mieux comprendre cette situation, nous sommes allés à la rencontre de l'économiste Serigne Moussa Dia. C'est un compte rendu d'Alamine Senghor et de Mohamedou Fallou Seck. La Banque mondiale a confirmé un appui budgétaire direct à l'État du Sénégal, d'un montant de 340 milliards de francs CFA. Selon l'économiste Dr Moussa Dia, ce financement aura un impact positif sur la santé financière du pays, en améliorant notamment sa capacité à financer ses priorités de développement. L'objectif de la Banque mondiale, il faudra le comprendre, et aussi des banques de développement, c'est de financer des projets structurels sur une longue période, sur une longue durée, mais aussi à des objectifs de développement et aussi de réduction de la pauvreté. La Banque mondiale est intervenue aujourd'hui. Il est intervenu sur directement un financement direct sur le trésor sénégalais. Donc, ça participe à augmenter le budget du Sénégal et que l'État
passe directement à améliorer son équilibre budgétaire. Au-delà de l'amélioration de l'équilibre budgétaire, cet appui financier est destiné surtout à soutenir plusieurs projets prioritaires. Ce financement vise la formation, vise l'agriculture, vise les infrastructures de manière générale. Effectivement, c'est un financement qui impacte et qui va impacter l'économie sénégalaise, notamment sur l'emploi et sur la création de chaînes de valeur. Selon le même expert, ce financement devrait également accompagner la mise en œuvre de la vision Sénégal Horizon 2050. Toutefois, il estime que le Sénégal a encore besoin d'un financement du FMI, notamment pour faciliter l'accès à d'autres financements. Ce que l'État sénégalais a besoin aujourd'hui, c'est au-delà du financement de la Banque mondiale, mais d'acquérir des financements bilatéraux, multilatéraux, divers. Et pour cela, il faut que le Sénégal puisse vraiment bénéficier du FMI. Et ces signatures vraiment vont lui donner tout ce qu'il faut pour pouvoir attirer les financements extérieurs afin de financer son développement. Pour Dr Serigne Moussa Dia, ce financement de 340 milliards de francs CFA accordé par la Banque mondiale, qui intervient après celui de 20 milliards de francs CFA annoncé par la Banque africaine de développement, constitue un signal positif. Selon lui, ces appuis témoignent de la confiance des partenaires techniques et financiers et montrent que la dette du Sénégal demeure soutenable à long terme. Alamine Senghor, face à la période de soudure au risque d'inondation, le gouvernement passe à l'action. Hier, le Premier ministre Mohamed Al-Amin Lo a présidé une réunion interministérielle et a annoncé le déblocage de plus de 7 milliards de francs CFA pour l'assistance alimentaire. Le point avec Angelina Gomis. Au Sénégal, la période de soudure se traduit par une vulnérabilité accrue. Environ 8 336 786 personnes souffrent d'insécurité alimentaire sévère, selon les chiffres officiels. Pour y faire face, le Premier ministre Amadou Al-Amin Lo a présidé ce jeudi une réunion interministérielle sur la sécurité alimentaire et la période de soudure. Au sortir de cette rencontre, le gouvernement a mobilisé un budget d'assistance de plus de 7,2 milliards de francs CFA pour l'assistance alimentaire et pastorale, ciblant surtout les départements les plus touchés, comme Goudiri, Matam, Podor, Bambey, Salémata et Ranérou. Cette enveloppe va financer des transferts monétaires, des kits alimentaires et le soutien aux cheptels. Le Premier ministre a aussi ordonné la tenue de comités départementaux dans les zones les plus touchées dès la semaine prochaine. Un mécanisme de suivi quotidien conformément au ciblage retenu dans le plan national de résilience PNR 2026, en prenant en compte les effets incidents des inondations. Reconstitution du stock national de sécurité sont également prévus. Avec ce budget de plus de 7 milliards, l'État espère couvrir les besoins les plus urgents. Reste maintenant à voir l'efficacité du déploiement sur le terrain, notamment dans les départements les plus vulnérables. Angelina Gomis, dans le reste de l'actualité, parlons santé. Le SUTSAS décline l'invitation du ministre de la Santé à participer au dialogue stratégique sur les réformes du secteur de la santé. Le syndicat réaffirme son attachement au dialogue social, mais exige au préalable le respect des engagements pris par l'État, notamment à travers les protocoles d'accord signés au mois d'avril et au mois de mars 2022. La mise en place pour le SUTSAS, la mise en œuvre de ces accords reste indispensable pour restaurer la confiance et préserver la paix sociale dans le secteur de la santé. Issa Gueye est le secrétaire administratif national du SUTSAS. Il est joint au téléphone par Sira Béatrice Ndion. Son attachement indéfectible au dialogue social qu'il considère comme le socle de toute gouvernance participative et le principal levier de prévention des conflits sociaux. Toutefois, le dialogue ne saurait produire les effets escomptés que s'il repose sur la confiance, la crédibilité de la parole publique donnée et le respect scrupuleux des engagements libres consentis. En effet, la mise en œuvre diligente de nos deux protocoles d'accord, à savoir les protocoles signés le 25 avril 2022 et le 10 mai 2022, régulièrement signés, constitue le fondement de la paix sociale, de la stabilité du climat professionnel et du renforcement de la confiance entre partenaires sociaux. Par conséquent, et avec tout le respect que nous devons à la autorité ministérielle, nous sommes au regret de ne pas pouvoir répondre favorablement à l'invitation du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à prendre part au dialogue stratégique consacré aux réformes du secteur de la santé et de l'action sociale.
Parlons du Hajj 2027. Le regroupement national des opérateurs privés du Hajj et de la Oumma du Sénégal, Renofus, appelle les candidats au pèlerinage à la Mecque à s'inscrire le plus tôt possible en raison de l'anticipation du calendrier des inscriptions imposé par l'Arabie Saoudite pour le Hajj 2027. En effet, 3 millions de pèlerins devaient obtenir leur visa pour le Hajj 2027. C'est un compte rendu signé Bénédicte Sagnan et Félicité Oumoulat Tirgueye. Le pèlerinage à la Mecque est la plus grande organisation annuelle de la communauté musulmane. L'organisation du Hajj connaît une évolution majeure. Les autorités du Royaume d'Arabie Saoudite ont engagé des réformes profondes. Qui compte, comme vous le savez, plus de 2,7 milliards d'adeptes. Après une sélection rigoureuse, nécessitant à la fois une capacité financière, une force physique et mentale, résumée en une aptitude médicale, 3 millions de pèlerins doivent chaque année obtenir leur visa pour le Hajj. L'agenda donne avec précision les dates de début et de fin de chaque action, à savoir le choix des camps à Mina Arafat. Cheikh Bamba Dioum, vice-président et président par intérim. L'Arabie Saoudite, pays organisateur, a décidé de perfectionner l'organisation du Hajj en fixant elle-même les règles du jeu à travers un agenda. Il revient sur les problèmes auxquels ils sont confrontés. Nous exhortons la Banque islamique, qui est la banque officielle du pèlerinage, d'accompagner davantage les voyagistes privés en se tenant prête pour le préfinancement sans exclusive de tous les paiements exigés sans délai par l'Arabie Saoudite. Des compagnies aériennes. Nous demandons à la délégation générale, conformément aux résolutions des grandes concertations du Hajj, tenues au King Fahd le 2 juillet 2026, et qui recommande que la compagnie Air Sénégal ne transporte plus que 50% des pèlerins. Pour rappel, selon le calendrier saoudien, le dernier virement pour le paiement de tous les frais est fixé au 24 décembre. La dernière date d'enregistrement des pèlerins est fixée au 28 janvier 2027, tandis que le dernier visa doit être édité au plus tard le 9 mars. Ce compte rendu d'Angelina de Bénédicte Sagnan met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. L'actualité internationale que nous démarrons en Guinée-Conakry depuis mardi 28 juillet. Les Guinéens sont à nouveau obligés d'avoir recours à un VPN pour pouvoir accéder à certains réseaux sociaux, notamment Facebook, TikTok et YouTube, qui comptent parmi les plus utilisés dans le pays. Si les autorités n'y ont donné aucune explication, cette nouvelle interruption est dénoncée par plusieurs associations qui y voient une nouvelle attente aux droits fondamentaux des citoyens, en fustigent les conséquences néfastes pour l'économie du pays. Le Sénat béninois a élu son bureau, c'était hier à Porto Novo. Sans surprise, l'ancien chef de l'État, Patrice Talon, a été désigné président de cette 10e chambre du Parlement. C'est pour un mandat de 5 ans. Il revient ainsi sur la scène politique moins de 3 mois après son départ du pouvoir. Et en Thaïlande, au moins 2 personnes ont été tuées et 15 autres blessées. C'est lors d'une fusillade dans un établissement scolaire près de Bangkok. C'est ce qu'ont rapporté ce matin des médias locaux, précisant que le tireur, un adolescent, avait été tué. La fusillade s'est produite en matinée dans un lycée réputé de la province de Nantaburu, au nord de la capitale. Le tireur, identifié comme un adolescent de 14 ou 15 ans, est mort selon plusieurs médias locaux, citant les autorités locales. Et nous terminons l'actualité internationale par le Moyen-Orient, où ce matin, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, le président turc Recep Tayyip Erdogan, le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif doivent se réunir à Jeddah, c'est en Arabie Saoudite, dans un contexte d'intenses efforts diplomatiques autour du détroit d'Ormuz. Du 4 au 6 août, le Liban et Israël ont repris leurs négociations à Rome, en Italie, sous l'égide des États-Unis. Ces pourparlers ont porté sur l'accord cadre signé en juin, qui prévoit notamment le désarmement du Hezbollah et la fin des opérations militaires israéliennes menées dans le sud du Liban. Une source au sein de la présidence libanaise a affirmé qu'Israël avait refusé d'identifier
de nouvelles zones dans le sud du Liban pour un retrait de son armée avant la vérification du contrôle effectué par l'armée libanaise ces 2 premiers secteurs. À présent, c'est la page sportive de cette édition de 7h. Lamine Senghor, rebonjour. Merci, rebonjour à vous, Fatou Abdoulaye. Les Lionceaux U18 lancent leur compétition et c'est là très bien même. Oui, c'est une très belle nouvelle d'ailleurs, vous l'avez dit, c'est pour l'afro-basket masculin U18. Les garçons ont gagné là où les filles ont perdu d'entrée. C'est quand même rassurant, en tout cas, que les garçons puissent bien démarrer leur compétition. Lancer donc cette campagne en s'imposant avec autorité face au Rwanda 78-38. J'en parlais déjà tout à l'heure à la une des quotidiens. 40 points d'écart. Les protégés de Mamadou Sen ont maîtrisé la rencontre de bout en bout grâce à une défense solide et une attaque inspirée. Une victoire donc en attendant. La deuxième sortie des Lions, ce sera samedi prochain face à la Tunisie. J'ai pas du tout aimé. Les garçons ont gagné, les filles ont perdu. J'espère que les filles vont redoubler d'efforts et vont revenir en forme. Nous parlons toujours sport. La ministre de la Jeunesse et des Sports, Direy Clotilde Coly, a lancé hier à Dakar une concertation nationale avec les fédérations sportives. Exactement, une rencontre très importante. L'objectif de cette rencontre est d'instaurer un dialogue permanent destiné à recueillir les préoccupations des acteurs, identifier surtout les défis du secteur et de définir une feuille de route concertée en perspective surtout des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. C'est Direy Clotilde Coly, je rappelle qu'elle est la ministre des Sports. La voici. Chers membres du mouvement sportif, faire du sport un levier de développement économique et social n'est plus une option. C'est une impérieuse nécessité, dictée par les aspirations de nos peuples et les exigences du monde moderne. Pourtant, pour transformer cette vision en réalité tangible, nous devons faire face à un impératif catégorique, l'assainissement et la modernisation de notre cadre institutionnel et organisationnel. Cette rencontre se tient également dans un contexte national singulier et hautement stratégique, marqué par la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Je pense que nous ne pouvons pas ne pas en parler aujourd'hui. Vous avez un rôle important à y jouer, notamment dans la préparation des athlètes devant représenter le Sénégal, dans l'engagement de la jeunesse, mais aussi dans la gestion de l'héritage matériel et immatériel. Eh bien, autre chose dans l'actualité sportive, pour finir, le Sénégal, les représentants du championnat qui vont donc disputer les compétitions africaines connaissent leur adversaire au premier tour. En Ligue des champions africaine, Teungueth FC jouera contre le club bissau-guinéen FC Kantchungo et de l'autre côté, en Coupe CAF, Djambar jouera contre SS Zarzis. Bien entendu, c'est le club donc tunisien. Les matchs allés sont prévus dans la période du 4 au 6 septembre, tandis que les retours fatables sont prévus dans la période du 11 au 13 septembre. Bonne chance donc à ces équipes qui représentent le football africain ou le football sénégalais sur la scène continentale. Merci beaucoup à Lamine Senghor. Le dernier point de cette édition, c'est la revue de la presse. Bonjour, les députés de l'Assemblée nationale sont convoqués en séance plénière ce lundi pour l'ouverture d'une section extraordinaire. Les parlementaires sont appelés à